L'Aventurier du Rio Grande, c'est presque un road movie à la Wim Wenders. C'est un film qui est à l'écart des règles traditionnelles du genre, mais qui est à l'écart, comme certains très grands westerns, et qui ont été du coup très sous-estimés, souvent à la sortie, qui n'est pas à l'écart en affichant qu'il est à l'écart. Il n'y a rien d'auto-publicitaire dans la démarche. L'aventurier, je veux dire, dans le film de Ray, c'est ouvertement, on est en train de s'opposer même à certaines règles du genre. Là, c'est comme dans Quand les tambours s'arrêteront, comme dans Le Passage du Canyon de Tourneur. Ce sont des cinéastes qui vont accomplir un travail révolutionnaire qui ne dit jamais qu'il est révolutionnaire. Et donc, du coup, les gens ont pu le survoler, ne pas le regarder. Encore que, aux États-Unis, assez tôt, certains critiques, notamment le critique du New York Times, avaient une perception très forte du film. Le film aussi sera éclipsé par le Wyler, par The Big Country, qui est sorti pratiquement en même temps, qui est extrêmement spectaculaire, qui contient d'ailleurs, quand on le revoit sur grand écran, parmi les plus beaux plans larges de l'histoire du genre, mais dans le scénario est beaucoup plus traditionnel. Et le film est pas du tout, n'est pas dénué de vraie qualité. Et visuellement, il témoigne de la part de Wyler d'une audace. Il y a de longues scènes qui sont filmées en plan très éloigné, mais il est plus traditionnel. Alors qu'il y a dans The Wonderful Country, qui est là, qui n'est pas big, mais qui est il y a vraiment une manière de s'écarter comme ça du genre sans en avoir l'air, sans la ramener, de manière comme ça, oblique, insidieuse. Je vais donner un exemple précis. Le régiment est composé de noirs. Et à chaque vision du film, cela me prend un certain temps pour réaliser que les soldats sont noirs. On croit qu'il y en a un, et puis après on voit qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a d'autres, puis tout d'un coup on voit un groupe de soldats noirs. C'est-à-dire que là où un metteur en scène qui aurait voulu jouer les malins aurait dit « Tiens, je vais vous montrer une chose qu'on n'a jamais vue dans le western, c'est-à-dire des soldats noirs. Donc je vais faire un effet, un gros plan marqué, un travelling avant pour montrer que tout d'un coup, il y a un type qui est noir. » Là, la première fois qu'on le voit, c'est... il y a Mitchum qui voit un noir parmi comme ça, les gens, puis bon, on n'y prête pas plus d'attention que ça. Et d'une certaine manière, c'est à notre insu que Parish va nous faire admettre qu'il y a un régiment noir, ce qui est une manière assez formidable de parler du racisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas pointer, là, on va faire comme si c'était évident, comme si ça ne pouvait pas souffrir de discussion. Il y a des soldats noirs, et voilà. Vous devez admettre ça. Et ça on ne va pas vous dire, on fait quelque chose d'exceptionnel en le montrant, on est hyper courageux. Et je trouve que c'est incroyablement subtil, intelligent. C'est le contraire de l'approche à la Stanley Kramer. Et c'est d'une manière, c'est beaucoup plus proche de ce que réclamaient des progressistes noirs qui voulaient non pas qui voulaient qu'on les traite naturellement comme des blancs, sans montrer qu'on les traitait comme des blancs. Voilà. Et là, c'est un des exemples dans le film qui est, je trouve, très parlant. Et la manière dont ces noirs
vont jouer un rôle de plus en plus important et vont être amenés à, ce qui ajoute à la complexité raciale du film, à combattre des Apaches avec l'aide de Mexicains. Donc on est dans un moment qui est particulièrement où on a d'une certaine manière le même côté touffu et complexe que dans Major Dundee, mais c'est beaucoup moins préannoncé et d'une certaine manière ça passe de manière presque plus réussie parce que justement ça n'est pas publicisé. Alors au départ, c'est un des films, on en revient dans mes dadas, dans les films qui ont été choisis par les metteurs en scène. Dans la carrière de Parish, il y a quelques films qui sont des films qu'il a pu faire. Il y a La Flamme pourpre, qu'il a choisi. Il y a ce livre, il y a À la française, qui est un très beau film méconnu. Voilà. Et ce livre, il le lit à sa parution. Voilà. Alors le livre, je voudrais qu'on le montre, là, et après, je voudrais qu'on trouvera certains de ses dessins, parce que le livre est illustré, on a pu obtenir ça, par l'auteur du livre, Tom Lee. Ce livre, dont Parish me dit qu'il l'adorait, il le lit, il veut tout de suite en faire un film, dès sa parution. Tom Lee, il l'a rencontré en travaillant avec Robert Hossein sur La corrida de la peur, Brave Bulls, qui est tiré d'un autre roman de Tom Lee. Et ils ont sympathisé. Lee et Parish se sont bagarrés un peu ensemble contre certaines options de Hossein, parfois en gagnant, parfois non. Il en est résulté une amitié qui ne disparaîtra jamais entre les deux hommes. Et quand Lee écrit ce roman, il le montre à Parish, qui tout de suite prend une option et fait travailler Lee sur le scénario. Le premier scénario est tellement long qu'il n'arrive pas à trouver un financement. Et finalement, ils vont faire appel. Alors Mitchum va s'intéresser au projet et ils vont faire appel au dramaturge et scénariste Robert Ardrey, qui a écrit plusieurs films en Angleterre avant-guerre, dont un très curieux, en tout cas une pièce qui va être adaptée en film par Roy Boulting, qui s'appelle Thunder Rock, un très curieux film antifasciste, dirigé par Roy Boulting. Il va écrire un certain nombre de films importants à Hollywood, là, dont l'adaptation des Trois Mousquetaires pour George Sidney. Et il va, dans les années 50, 60, à la fin, il va écrire deux livres tout à fait importants qui s'appellent L'impératif territorial et African Genesis, qui marqueront énormément Stanley Kubrick et qui seront la base philosophique, sociologique. Ce sont des essais de sociologie politique qui seront la base de Clockwork Orange, voire même de 2001. Ce sont des films ce sont des livres qui nourriront ces films. Donc Ardrey va refaire le scénario complètement et il va condenser le livre. Alors le livre d'abord, le livre est un livre extraordinaire. C'est un très 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 beau livre, mais c'est un livre très difficilement adaptable. C'est un livre cosmique. Les parties du livre, à un moment, s'articulent autour des 4 points cardinaux. Le livre contient des masses de sous-intrigues très 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 complexes. Alors, et tout le rapport entre Matthew Brady, le Mexique, le Texas, toute sa vie antérieure, sont nourris de la vie de Tom Lee, de l'enfance de Tom Lee. Son père était marshal à El Paso,
ou juge à El Paso, il avait fait arrêter la femme d'Emiliano Zapata pour trafic de drogue, et le petit Tom Lee, allant à l'école, il va encadré par 3 militaires pour le protéger contre les attaques des Mexicains. Je crois qu'un critique New York Times disait que c'était le plus beau livre écrit sur la frontière, sur ce que c'est que cette civilisation de la frontière où on passe d'un pays dans un autre, d'une communauté à une autre communauté, et sans savoir où elle se situe. Et donc, à peu près tous les personnages du livre, il les a soit connus par la vie de ses parents et la vie du vieillard, soit il en a entendu parler. En tous les cas, il est nourri de toutes ces cultures. Alors Ardrey va simplifier complètement ça. Et c'est un des exemples les plus formidables d'une interprétation qui ne garde qu'une petite partie du livre, mais qui est aussi belle que le livre lui-même, qui à aucun moment ne gâche ce que contient le livre. Parce qu'il préserve ce qui fait le prix du livre, cette errance oui, presque philosophique, cette méditation sur quel est sur le pays quel est le pays merveilleux, quel est le pays qui est le pays où on peut s'enraciner. C'est pas obligatoirement le pays où on est né, c'est pas le pays, c'est peut-être le pays qui a une culture différente. Hein. Donc il va garder ça, il va rajouter, et c'est un gain formidable, toute l'intrigue sentimentale. La femme du Major Colton est à peine esquissée dans le livre. Et elle se suicide très vite. En revanche, Brady a une histoire d'amour un peu plus tard avec quelqu'un d'autre. Et Ardrey va prendre cette histoire d'amour, va la transporter sur le personnage de la femme, d'une femme frustrée, une femme dont le mari est sans doute impuissant, et qui couche sans doute avec beaucoup d'hommes, et qui va en faire un des personnages féminins les plus touchants et les plus tendres du western. Un personnage désabusé, un peu qui est autant à la recherche de ce qu'est le bonheur, de ce qu'est un véritable enracinement que le personnage de Mitchum. Certainement, les deux se répondent. C'est deux solitudes qui se répondent. Et ce qui donne au film une mélancolie qui est très inhabituelle au genre. Tout à fait... c'est un film qui est murmuré, c'est un film où les sentiments sont là... comme ça, ne sont pas claironnés. Je dis dans un genre qui est un genre machiste, qui est un genre où on tape sur la table, où les gens se filent des branlées mémorables et tout ça. Là, pas du tout. Les sentiments sont discrets, sont souvent complexes. Il y entre le remords, le doute, des hésitations, tout ce qui n'appartient pas au cinéma américain. Et là est présent dans ce film, ce qui explique que ce film ait surmonté le temps et pris une valeur de film culte, qu'il a d'ailleurs eu des articles qu'il analyse maintenant de manière géniale, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, où maintenant tous les critiques de dernier DVD sont dithyrambiques partout aux États-Unis. Et Philippe Garnier a écrit des papiers magnifiques en disant que c'était peut-être le plus grand rôle de Mitchum, un rôle qui était complètement, on retrouvait toute, à la fois sa personnalité, ce qui pouvait être ses traits de caractère, cette manière de somnambulique. Là, puis, rappelons quand même que ce personnage, très très vite, dans le film, dès la 3e ou 4e minute, se casse la gueule à cheval, à la jambe cassée, et pratiquement la première action qu'il va
qu'il va faire, mais ça arrive après quand même un quart d'heure ou 20 minutes de film, c'est de prendre un bain. C'est quand Charles McGraw va l'obliger à prendre un bain et qui va aller avec une béquille, aller acheter des choses au bazar. C'est ce qui est une présentation d'un héros peu habituelle dans le film. Et c'est vrai qu'il y a ce ton. Alors, à la fin du film, n'étant pas... pendant qu'il le tourne, il y a Paris, je pense qu'il y a des éléments qui lui mentent, et il va demander au scénariste Walter Bernstein, le scénariste de The Front, de The Molly Maguires, quelqu'un qui appartenait aussi, qui a été mis sur la liste noire, scénariste de Sidney Lumet, hein, de venir travailler, et il y a plusieurs scènes entre Mitchum, et notamment la dernière scène, entre Mitchum et Julie London. C'est la deuxième fois que Paris utilise Julie London, et elle est aussi bien que dans Libre comme le vent. C'est la scène où il parle des sentiments. On ne sera pas jugé, on sera jugé sur nos actes et pas nos sentiments. Scène que je me souviens très très bien que quelqu'un trouvait stendhalienne en sortant d'une projection de ce film, qui très tôt était devenu, pour les gens du Nickelodeon, c'était devenu un film culte. On a été parmi les premiers admirateurs fanatiques de ce film, qu'on n'arrivait pas à voir en VO, qu'on ne voyait qu'en VF, là, et qu'on ne voyait, mais chaque fois qu'il passait, on allait le revoir. C'était pour nous un western essentiel. On y trouvait quelque chose d'extraordinairement moderne dans cette errance comme ça, c'est absolument l'antithèse, disons, prenons un très très bon film, c'est l'antithèse de Rio Bravo. C'est l'antithèse de ce cinéma de l'affirmation, qui fait aussi la grandeur du cinéma américain. En cela, Paris, c'est beaucoup plus un cinéaste du doute. D'abord, c'est quelqu'un qui consacre beaucoup de ses films à des pays étrangers, à la compréhension de culture étrangère, ce qui n'est pas un trait très américain. Que ce soit toute la dernière partie formidable d'À la française, mais que ce soit La Flamme pourpre, où tout d'un coup, un pilote qui veut à tout prix de se tuer découvre la beauté, mais aussi le côté un peu hermétique, étrange de la culture birmane. Là, les cérémonies qu'ils vont faire autour d'un animal qu'ils vont enfermer dans un cercle et puis que tout d'un coup ils décident de tuer. Hein. Il y a tout ça, il y a une attention, il y a un respect, c'est un cinéma, c'est un film, et ça on trouve tout à fait tout au long de l'aventure du Grandet, qui bénéficie aussi d'une partition géniale d'Alex North. Alors, à la fois une partition très mexicaine, avec des guaraches, des rythmes mexicains, mais aussi une partition de percussion. Le moment où Mitchum marche dans le couvent pour aller rencontrer le frère de Castro, le frère de Pedro Armendariz, est une des grandes réussites d'Alex North. Ça n'est pas tellement mélodique, c'est qu'à base de percussions, avec des marimbas, des choses comme ça et tout. Et puis un très très beau thème à l'harmonica, qui est magnifiquement joué, extrêmement lyrique. Alors dans le travail de simplification, il y a par exemple un des Castro qui est éliminé. Dans le livre, il y avait 3 Castro. Et la première chose, ça a été de se concentrer sur Don Cipriani et puis le général. Et là, Tom Lee pense énormément à tout ce qui est arrivé, à tous les événements qui sont arrivés autour de Zapata, de choses comme ça, les trahisons de généraux entre eux, les bandes, comme ça. Ce qui fait que ce film a été interdit au Mexique. Hein. Ce film qui témoigne d'un immense respect pour la culture mexicaine, beaucoup plus que là, puisque
on voit quand même qu'ils font des coups d'État, qu'ils sont prêts à renverser un gouvernement, et les Mexicains détestent ça, qu'on leur dise qu'ils ont eu des révolutions. Quand même. Et voilà. Et dernier point, le montage de Parish était légèrement différent. Mais avant la sortie du film, la secrétaire de Mitchum, qui était aussi, je crois, son amante, qui s'appelait Rena, je crois, a fait des coupes dans le film. Et selon Walter Bernstein, j'ai parlé, il dit, vous êtes en train de voir un très beau film, si vous aviez vu le montage de Bob, ce qui a perdu, c'est un côté, ce que disait Bernstein, novellistique. Un côté romanesque. Enfin, il y avait je dis, mais on le sent très bien, ça, dans le film. Il dit, on le sentait encore plus. C'était quelques plans comme ça, aussi d'errance, un petit épisode en plus qui n'était pas relié, qui ont été disparus. Comme le film n'a pas eu de répercussions véritable au moment de sa sortie, je pense que les centres d'archives américains ne sont pas tellement préoccupés par la recherche de... Moi, je l'ai essayé de le dire à UCLA, mais est-ce que artistes associés, ils n'auraient pas, par hasard, parce qu'on fait des découvertes toujours surprenantes, un négatif original du film. Donc Mitchum était coproducteur du film. C'est un film qu'il aimait beaucoup. Après, il s'est brouillé. Après, il n'avait pas de mots assez durs contre son ancienne assistante. Il disait qu'elle l'avait volé, qu'elle l'avait littéralement dépouillé de tout son argent. Voilà. Dans le film, pour les amateurs de sport, Parish avait distribué un joueur de baseball très très célèbre qui était Leroy Satchel Paige, qui est très important dans l'histoire du sport pour avoir brisé la barrière raciale. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est imposé dans ce sport qui était souvent l'apanage des Blancs. Et après, d'autres en ont tiré la gloire, mais je ne sais plus où je lisais que c'était lui qui avait tout, qui avait absolument tout brisé, et c'est lui qui joue le rôle du sergent, là, le type, à la fin, le noir qui va prendre le commandement de la colonne après la disparition. La distribution du film est admirable. Admirable, ça c'est un des grands talents de Parish. Le moindre petit rôle est tenu par souvent des acteurs qu'il a beaucoup utilisés. Jay Adler, qui était le frère de Luther Adler, qui est génial dans Cry Danger, génial dans The Mob, qui est formidable dans Saddle the Wind, qui est là. Charles McGraw, que Parish adorait, et à qui il a donné déjà un rôle de tueur dans Libre comme le vent, mais là il lui donne le rôle du vétérinaire qui va soigner Mitchum. Et McGraw est formidable. McGraw, pour une fois, qui ne joue pas un gangster, qui ne joue pas un tueur à gages, il est alors formidable d'humanité bourrue. Là, il est d'une justesse extraordinaire. Gary Merrill, qui fait le mari de Julie London, qui est un acteur très, très, très discret, extrêmement intéressant, tout en demi-teinte. On peut voir aussi Albert Decker et Tom Lee, qui joue un petit rôle, important. Paris, je disais, moi, dans ma carrière, j'ai 2-3 films que je pourrais marquer sur ma pierre tombale, et celui-là serait en tête. Celui-là, c'est vraiment le film que j'ai voulu faire et que j'ai fait malgré les petites coupes de Mitchum et de sa secrétaire.